Allez, il est grand temps à 17h07 de retrouver par Jupiter Alex Vizorek et Charline Vanhoenacker. C'est à vous. Merci. Bonne émission. Merci beaucoup Nasser Madji pour les informations. Allons-y. Salut Alex. Salut Charline. Bon, aujourd'hui, attention, parce qu'on reçoit un ténor du barreau. Excellent, la parole est à la défense. Oui, c'est ça. Bon, alors, il a défendu Servier dans l'affaire du Mediator. Ah oui, quand même. Bernard Tapie dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Ah, quand même. François-Marie Bagné dans l'affaire Bettencourt. Ah oui, aussi. Polanski dans... l'affaire Polanski. Bah oui, évidemment. Ah, bah, voilà, Et les belle spécialistes brochette, des dossiers indéfendables. Ah bah tu m'étonnes. Et il déteste perdre. Oui, c'est un avocat, quoi. Mais on l'a déjà reçu, là, qui t'a tort, machin. Mais non, c'est l'autre. Ah, l'autre. C'est Hervé Temim Comment aujourd'hui. Temim. C'est con de s'appeler comme ça quand tu parles beaucoup. Hein On se Bon, blague. écoute la suite. Oui. Voilà, il a des clients people aussi. Ouais. Il a défendu Gérard Depardieu, Nathalie Oh, Baye. beau casting, un grand avocat pénaliste, quoi. Voilà. Oui, voilà. Il a Jean tout fait. Cahuzac, il a fait ou pas? Non, Alex, ça c'est l'autre. Ah, merde, c'est l'autre. Oh là Bon, là. écoute, voilà, tu sais pas qui c'est. Non, c'est si, ça. enfin. Voilà, bah, c'est pas grave, t'as qu'à lire la doc sur lui. Tiens, allez hop. Ah oui, c'est une norme doc, quoi. Ah bah, et encore, ça c'est la partie 90 à 2000. Hein. Ah non, oui, encore tout celle d'après. Bah, et celle d'avant. Ah non, bah... Ah bah, allez, hop, hop, au boulot là. Oh. Et l'affaire Dreyfus, il s'occupait de rien. Tu lui demanderas. Je lui demanderai. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la start-up du service public, ce sanctuaire de la bien-pensance, assiégé par l'humour subventionné. À la faveur du grand débat, le président propose de lever progressivement toute forme d'anonymat. Est-ce la fin de Fifou 75 ou Angelina 93 ? Alors s'il y a des pleutres qui se cachent sous pseudo pour déverser leur haine, il y a aussi des citoyens contraints de se cacher pour parler, des lanceurs d'alerte et des sites de rencontres. Et aussi... Dans le showbiz, on a tous des pseudos. Mylène Farmer, il paraît qu'en vrai, c'est Fabienne Pétou. C'est moins une gueule. L'art oratoire pratiqué par les virtuoses du barreau se diffuse largement dans notre société de la communication. Les étudiants en commerce, les militants, les rappeurs, les politiques. Mais alors, quelle est la différence entre l'éloquence et le bagou ? Exemple. Je frotte la tâche, comme ceci, et sous vos yeux ébahis, c'est le mimi, c'est le rara, c'est le... C'est le miracle, il faut le dire, merci mesdames. Polémique aux Oscars, l'un des films nommés est inspiré d'un fait divers particulièrement sordide. Il semblerait qu'Hollywood ait un goût prononcé pour les histoires de tueurs en bas âge. Mon dernier condamné s'appelait John Pizzapan. Il a été électrocuté pour avoir mangé des abats. Exécuté pour avoir mangé de la viande. Il avait mangé le groupe abats. En tout cas, l'histoire qui ne finit pas en long métrage sera assurément traitée en brève grâce à Alex Vizorek. Exactement, bonjour Charline Vanhoenacker. Et bien belle équipe pour ce vendredi à 17h20. Celle qui vient plaider en faveur de ce qu'elle appelle la musique, mais moi je pense que ses arguments sont irrecevables. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Bonjour, aujourd'hui je vais faire comme les escargots, comme il y a beaucoup de filles, je vais me transformer en garçon et je vais vous parler d'Ariel Dombal à poil. Bah dites donc. À 17h30, celle qui viendra se défendre car elle est accusée de mort et usage de mort, c'est Christine Gonzalez. En cette semaine où les étoiles Michelin ont été distribuées, nous irons à la rencontre de Paul Bocuse qui a ouvert son restaurant dans l'au-delà et qui s'en sort très bien. Je suis payé comme un smicard et des fois je peux même pas prendre le SMIC. Ah bah dites donc. Et à 17h40, celle qui va plaider coupable dans une sombre affaire de lecture en état d'ivresse, c'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour, je ne lis jamais ivre. On s'en fout, mais je le dis. Répétez-le ça. Je ne lis jamais ivre. Alors, de quoi on va parler ? On s'intéresse beaucoup à pourquoi les gens font des enfants. Oui. Eh bien, moi j'ai trouvé un livre où ça raconte pourquoi on n'en fait pas. Très bien. À 17h55, celui qui dénonce les injustices par des plaidoiries musicales, maître Frédéric Fromet viendra à la barre empoigner son manche de guitare pour la chanson de la semaine. Et voici celui qui va faire monter le son dans l'open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Je suis Hervé Temim. Mais l'autre. Enfin, un des autres. Charline Vanhoenacker. Par Jupiter. Hervé Temim. Il prend trop de place, l'autre. Ouais, il en prend L'acteur. beaucoup. Ouais. Mais il est bon. Oui, vous êtes amis d'ailleurs avec Éric Dupond-Moretti. Maître Hervé Temim est en notre compagnie aujourd'hui, avocat pénaliste. Et nous sommes heureux de vous accueillir. Nous avons découvert que la semaine prochaine, chez nos confrères et amis de France Culture, vous allez participer à cette belle émission. Vous êtes l'invité de À Voix Nue, un entretien au long cours mené par Marie-Laure Delorme, qui aura lieu tous les soirs, de lundi à vendredi à
20h. Vous avez enregistré donc 5 fois 30 minutes. Et donc, alors, on a aussi une pensée pour Laura Adler. Excellente émission à 20h, l'heure bleue sur France Inter. Tout à fait, mais il y a mieux. C'est le problème, voilà. Il y a beaucoup mieux. Hervé Temim sera sur les antennes de France Culture dans cette maison la semaine prochaine. Alors, une première question qui a trait à cela. Est-ce que parler de soi, Hervé Temim, se dévoiler et peut-être parfois fendre un peu l'armure dans une interview, est-ce que pour un avocat et un grand avocat comme vous, ça peut avoir une incidence sur le travail? Est-ce que vous me posez parfois la question, est-ce que ça peut me fragiliser, me renforcer? Alors d'une part, je ne me pose pas la question, je ferais peut-être bien de me la poser, ça c'est autre chose. D'autre part, je crois qu'il faut être très humble, très modeste par rapport à ça. Ça n'en a quasiment aucune. On peut se poser la question peut-être si on atteint un degré de médiatisation qui est loin d'être le mien, qui est peut-être celui d'Éric, mais je suis, moi, fait partie de ceux qui considèrent qu'il a raison de faire ce qu'il a envie de faire et par exemple de monter sur scène. Non, moi j'ai eu un tort, mais je l'assume. C'est que à un moment d'ailleurs tardif, par rapport à mes débuts, où on a commencé à s'intéresser un tout petit peu à moi, j'ai raconté mon histoire personnelle, et en fait dans l'histoire personnelle des gens, il y a peu d'épisodes marquants. Dans le mien, dans ma vie personnelle, il y en a un. J'ai effectivement perdu mon père quand j'avais 10 ans, c'est pas à la fin du monde, mais c'est vrai que c'est un épisode qui vous marque incomparablement plus que tout autre. Donc je l'ai dit. Et du coup, comme après j'ai développé non pas une théorie, mais une sorte d'observation incroyable qui m'a fait penser que la plupart des grands avocats pénalistes que j'avais admirés ou que j'admirais étaient orphelins. Ça a été dit justement par Éric Dupond-Moretti et Stéphane Duras-Soufflant dans leur premier livre, en me citant. Voilà, bref, donc on l'a su. Alors ça, j'ai peut-être regretté d'avoir dit. Et puis finalement, je l'ai assumé, puisque j'ai même été jusqu'à témoigner. Je suis uniquement dans le service public. Il y a que les médias subventionnés pour lesquels... Il y a que les hontes de la République. Absolument. Ouais. J'ai même témoigné dans un documentaire extraordinaire sur France 5, là-dessus, Destin d'orphelin. Non, je pense que ça ne nous gêne en rien, parce que quand on sait ce que c'est que la défense de quelqu'un ou un procès, il faut l'avoir vécu. Vous pouvez arriver avec une image très bonne, très mauvaise, peu importe. Très vite, ça s'estompe. Parce que ce qui compte, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous dites. Et croyez-moi, dans un procès, la vérité, elle apparaît. La vérité des acteurs du procès, elle apparaît. Pas toujours des faits qui sont jugés, mais des acteurs du procès, elle apparaît. On peut pas tricher, c'est pas vrai. Donc, je lis des tas de trucs, j'entends des jaloux, pas trop sur mon compte, parce que j'espère que bientôt ça va arriver, parce que j'essaie de... Mais je fais pas la cour. Non, mais sur Dupond-Moretti, c'est absurde. C'est absurde. De dire que c'est pas bien d'être exposé. Mais c'est absurde. Voilà. Et encore plus absurde de dire que, par exemple, ça pourrait nuire à la profession, parce que, incontestablement, ça lui fait beaucoup plus de bien que ça lui nuit. Alors, 30 minutes d'interview, c'est 2 questions avec moi. C'est-à-dire que et en plus, je demande à avoir la liste des questions, ce qui fait que celle qui me gêne... Oui. Vous avez vu un peu... Faut faire gaffe, parce que... Faut faire gaffe, Télérama, vous savez comment on appelle les avocats? Non. Les baveux. Oui. Bien sûr. Comme moi. Et ben voilà, exactement. On dit un peu ça des journalistes aussi, je vous rassure. Oui, mais vous, c'est vrai. Vous la connaissiez. Télérama parle de la voix nue en disant il renverse les mots de la journaliste pour déstabiliser, puis servir son propos, occupe l'espace comme s'il emmenait lui-même l'entretien. Il paraît que vous faites les questions et les réponses. Et à cet égard, nous sommes 2 dans cette émission. Hervé Temim, vous avez travaillé avec des grosses affaires médiatiques. Est-ce que vous prenez soin parfois d'équilibrer? Je ferai une comparaison peut-être pas très heureuse, peut-être d'un acteur qui voudrait pas se ranger en comédie et en tragédie. Un avocat, est-ce que quand vous défendez peut-être François-Marie Bagné dans l'affaire Bettencourt, le docteur Delajoux, etc., est-ce qu'après vous vous dites, vous équilibrez avec, je sais pas, l'affaire Clistream de Denis Robert, Bruno Gation contre Canal? Alors, comment est-ce qu'on choisit et est-ce qu'on regarde l'ensemble? C'est beaucoup plus naturel que ça. D'abord, on choisit pas. On choisit pas. Vous êtes choisi. On est choisi, alors on peut refuser, bien sûr. Oui, mais vous savez, avant d'être dans la position de refuser, il faut du temps, et beaucoup plus que vous n'imaginez. Le métier d'avocat n'est pas si facile avant de sortir un peu du lot. Et je connais des avocats et des avocates exceptionnels qui n'ont pas
de dossiers. Le vrai problème pour un avocat, c'est pas de choisir ses dossiers, c'est d'en avoir. Et alors après, ça se fait de manière beaucoup plus naturelle, parce que pour être tout à fait franc, la plupart des dossiers sur lesquels mon cabinet travaille, parce que j'ai la chance de ne pas être seul et d'être entouré de formidables avocats et avocates, sont des dossiers dont personne ne parle, sont des clients que personne ne connaît, ou même, c'est encore plus intéressant pour nous, sont des gens que tout le monde connaît, ou des boîtes extrêmement importantes et puissantes, mais notre travail, c'est de faire en sorte qu'on ne parle pas des affaires. Vous savez... Quand vous prenez certains clients, vous savez qu'on va en parler. Mais oui, mais c'est jamais à mon initiative. Hein. Non, j'entends bien, mais vous avez compris la question. Si vous prenez Bernard Tapie, qui ne manque pas ni d'esprit ni d'humour, m'a dit qu'il était étonné qu'avec le nombre de dossiers dont je m'occupe, je fasse pas plus de médias, mais tu pourrais faire le 20h au moins une fois par semaine. Bon, ça voulait presque dire tu devrais. Prenez-le comme attaché de presse. Ah, écoutez, c'est un domaine dans lequel il est très fort. Non, mais c'est pas notre... Vous voyez, l'ego des avocats, le fait qu'on ait envie de faire parler de soi, j'assume complètement. Mais en revanche, dans l'exercice professionnel, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et la plupart des affaires dont on s'occupe n'ont aucun écho médiatique. Maître Hervé Temim est en notre compagnie jusqu'à 18h. Il n'a pas du tout répondu à la question. Mais évidemment. Si vous saviez ce que j'en pensais de la question. Si j'y avais répondu, la subvention... Tout le monde est con parce que j'ai raté ma vie. J'ai raté mon évolution spirituelle. Je n'ai pas appartenu à un ordre initiatique. Conne. Je suis passée à côté de l'amour. Quand il s'est présenté à moi avec sa Mercedes rose bonbon et sa poitrine nue et dorée, je l'ai laissé sur le bord de la route et je suis montée dans une de chevaux pourris où il y avait un chien qui puait. Notre programmateur musical Djoubaka a choisi le titre Conne. Peut-être parce que j'ai eu un fou rire hier durant sa chronique et qu'il y a un peu de vengeance derrière. Vous écoutez Par Jupiter sur France Inter. Maître Hervé Temim est notre invité, car il sera l'invité d'une autre émission sur France Culture toute la semaine prochaine à 20h. Entretien au long cours, tous les jours du lundi au vendredi, pour mieux le connaître. Et aujourd'hui, pour l'entourer, Mélanie Bauer parlera de l'album que va sortir Hervé Temim prochainement. Il est sorti déjà. Confidentiellement. Mais... Juliette, du roman qui va sortir prochainement. Et déjà l'interview, c'est Christine Gonzalez, posthume déjà. Et Frédéric Fromet viendra chanter. Alors, on va se faire un petit point informatif, n'est-ce pas ?
De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Je me mêle comme tous les Français de ce qui nous regarde. Le journal de presque 17h17. Darka, non, moi je pense qu'il est Darka. On l'a déjà reçu dans cette émission. Et on commence par les titres. Chantal Joanneau a critiqué le grand débat national qu'elle devait initialement organiser. Elle affirme que le débat est faussé. Et oui, et si le débat est faussé, c'est peut-être parce qu'elle s'est défaussée. Les foulards rouges qui demandent aux gilets jaunes d'arrêter les manifestations appellent à une action dimanche à Paris. Voilà, c'est brillant. Ils ont choisi comme action pour stopper les manifestations de faire une manifestation. Ça sent le troupeau de génie. Les brèves. Et bien sûr, parce que les brèves, elles seront présentes. Elles ne se laisseront pas juger par contumace. C'est très votre vocabulaire. Oui, je me suis dit, il faut que je mette contumace, il va être impressionné. Allez, on commence par Emmanuel Macron. Oui, qui hier a longuement échangé avec des gilets jaunes lors de sa visite à Bourg-de-Péage. Et il a eu cette phrase. Changer le système, c'est pas simplement dire « je vais pas à l'élection, foutez le système en l'air, et moi je suis une colère, mais j'ai pas de truc à proposer ». Faut proposer des vraies réformes, mais la vraie réforme, elle va avec la contrainte, les enfants. Les enfants. Le problème, c'est pas tellement que Macron considère ses concitoyens comme des enfants. Le problème, c'est que papa veut les déshériter. Pardon. Gouvernement toujours. Oui. Le député La République En Marche, Adrien Taquet, va être nommé secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Eh oui, grosse déception pour Frédéric Mitterrand. Non, présomption d'innocence. Politique. Les banques refusent de prêter de l'argent à la France insoumise pour les européennes. Bah ouais, mais ça, il faut les comprendre aussi. Si c'est la France insoumise qui est élue, elle va nationaliser les banques et puis va prendre les banquiers par les couilles. Alors je comprends qu'ils donnent pas de sous. Aux États-Unis, dans l'enquête russe, Roger Stone, un proche de Donald Trump, vient d'être arrêté. Il est sous le coup de 7 inculpations. 7 inculpations. Si ça continue comme ça, Donald Trump, il lui restera moins d'amis que Jean-François Copé. Et en Floride, un pédophile utilisait Fortnite pour entrer en contact avec ses victimes. C'est un jeu vidéo. Et moi, si j'avais misé sur un jeu vidéo comme Hameçon pour pédophile, j'aurais pensé à Candy Crush. Il faut récolter des bonbons. C'était plus futé, mais non, il a pris Fortnite. Alors, science. Oui. C'est mieux. Oui. L'astronaute Thomas Pesquet va être proposé par l'Agence spatiale européenne pour retourner dans l'espace en 2020. Voilà, je serais Thomas Pesquet, je me poserai des questions sur l'attachement que me porte mon entourage. Dès qu'il revient, ils veulent le renvoyer là-bas à l'autre. Football maintenant, incapable de faire progresser l'AS Monaco. Thierry Henry a été suspendu hier après seulement 104 jours en tant qu'entraîneur. Voilà, c'est rude. Il avait déjà le seum avec la Belgique et là, bim, il va nous rechoper le seum avec Monaco. Sport toujours, la recherche de l'avion de tourisme disparu au-dessus de la Manche transportant le footballeur Emiliano Sana. Ces recherches ont été arrêtées et lui, il venait d'être transféré du FC Nantes au club gallois de Cardiff. Et oui, et si la compagnie Fly Emirates est le sponsor du maillot du PSG, je suppose que celui de Cardiff, ce serait plutôt la Malaysian Airlines. Santé, c'est mieux santé. Selon une étude, de nombreuses substances indésirables sont présentes dans le pain, additifs, résidus de pesticides, mycotoxines. Et encore, imaginez si vous rajoutez du Nutella dessus. Trafic dans le Var, le trafic de petits oiseaux rapporte plus que le cannabis. Oui, mais par contre, c'est vachement plus galère à fumer. C'est malin. Je peux vous dire que sinon, Doc Gynéco serait ornithologue. Et allez, les brèves. Et brève, Belgique 2 points. Une boucherie offre de la viande hachée aux clients qui racontent une bonne blague. En fait, si Guillaume Meurice est vegan, c'est probablement pas par choix. Une dernière. Et la dernière, à Nice, un homme se rend dans une clinique pour un examen de la prostate et finit amputé des jambes et des doigts. Là, je pense, monsieur Tebim, que le docteur de la Joue va vous rappeler rapidement pour préparer sa défense. Eh bien. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non. Il faut pas mettre Tebim. Merci Alex. On vous retrouve dimanche à 17h. Vous jouez votre spectacle à Guéret dans la Creuse. Je vais dans la Creuse, exactement. Très bien. 17h25 sur France Inter. Nous sommes en compagnie de maître Hervé Temim et on va aborder avec vous ce premier sujet auquel on ne connaît rien du tout. Donc, conditions mises sur vous. Voilà, ça va être bien. Donc, vous, chez vous, n'hésitez pas à lire la presse et vérifier tout derrière quand même. Lors de sa tournée stand-up du grand débat devant les maires, le président de la République a lancé l'idée de lever progressivement l'anonymat sur Internet. Mais ce matin, le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, a apporté davantage de nuances tout de même, car la fin de l'anonymat touche à la question des libertés publiques. Et le cas suivant, par exemple, lui ne fait pas débat, bien sûr. Je vais te détruire idéologiquement, ton quotidien sera un enfer de désolation, tu moisiras toute seule de l'intérieur, t'es comme un fruit pourri, tu vas tomber de toi-même, tu es un débris de merde dans l'immensité du cosmos, ta lâcheté a laissé sur moi une trace indélébile à vie, je t'en voudrais à vie, tu m'as détruit. Encore, je rêve de t'écorcher vive, morceau par morceau, super lentement, avec un couteau suisse. Aujourd'hui, la joie sur mon visage en pensant à toi. Tu es morte, je te pleure enfin la paix, je peux t'aimer tranquillement et quand même chier sur ta tombe. Je n'ai malheureusement pas le temps de continuer à lire ce recueil de poésie. Mademoiselle Leslie Chevalier, pouvez-vous nous expliquer le contexte de ces mails ? Un extrait du film Victoria de Justine Triet. Donc, le président de la République a
jeter une phrase comme ça sans explication. Donc un débat, une polémique a tout de suite éclaté, bien sûr. Donc l'idée de lever progressivement l'anonymat sur Internet. Mounir Majoubi a rectifié en expliquant que lever l'anonymat, c'était quasiment exclusivement pour la participation démocratique en ligne, notamment le grand débat, et pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette polémique sur l'anonymat, qui voudrait être levée d'une certaine manière, ou la loi anti-casseurs, on a le sentiment souvent que le politique essaie de trouver une solution un peu radicale, et souvent le lendemain, dans les journaux, il y a une tribune de juristes ou d'avocats qui disent hop, 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 attention, il y a quand même la liberté publique. Est-ce que c'est un mécanisme qu'on retrouve souvent, où vous devez vous faire un peu les garde-fous des idées originales des politiques? Alors, heureusement qu'on est les garde-fous de non seulement ces idées originales, mais des libertés publiques, parce que c'est vrai qu'il y a parfois une tentation grande chez les politiques, alors malheureusement aujourd'hui un peu de tous bords, de préconiser des mesures qui sont totalement contraires aux libertés. Je crois que par exemple dans la loi anti-casseurs, il y a des choses qui sont manifestement inquiétantes. Je trouve d'ailleurs la comparaison avec les hooligans malvenue. Oui. Le problème, il est comparable, mais le droit auquel on s'attaque n'est pas du tout de même nature. Le droit de manifester, c'est un droit protégé constitutionnellement, par rapport auquel les actions préventives, moi, me paraissent extrêmement dangereuses au regard des libertés. Alors ça peut paraître des paroles verbales pour beaucoup d'auditeurs qui disent mais oui, mais vous vous rendez compte comment ça dégénère. Attention, moi je crois que là il y a manifestement une nécessité de mettre en garde contre la dérive qui peut être dangereuse. C'est pas forcément un procédé habituel des politiques ou du pouvoir par rapport à toutes les questions. L'histoire de ce qui est un procédé habituel, et peut-être qu'il n'a pas été assez à un moment pour nos gouvernants actuels, c'est de reculer. C'est-à-dire, on annonce, ou on envoie au feu un malheureux ou une malheureuse qui fait l'effet d'annonce, et puis patatras. Comme soit on n'a pas assez réfléchi aux incidences de ce qu'on préconise, soit on est on teste dans l'opinion. Voilà. Ouais. Alors après on recule, non mais c'était pas ça que ça. Parce que par exemple, c'est vraiment une question que je maîtrise pas, donc je serais d'une modestie plus grande qu'à l'accoutumée, peut-être pas suffisante de manière générale, mais enfin bref. Non, je vous dirais que ça pose quand même un problème, l'extrait du film Victoria. Moi, je suis désolé, mais je suis d'une génération malheureusement dépassée par tout ça. Instagram, Facebook, il n'y a rien qui peut moins m'intéresser que ça. Je vais sur Twitter, mais plutôt pour aller à la recherche d'informations. Je ne tweete pas. C'est quand même une poubelle inimaginable. Non, mais et c'est quand même infernal de trouver tout à fait normal, naturel, de pouvoir insulter de manière anonyme, en toute impunité, qui on veut. Là aussi, les politiques veulent légiférer. Oui, mais alors je ne sais pas s'il faut légiférer, je n'ai pas de solution, mais sous prétexte de protéger les lanceurs d'alerte, des bienfaits, il y a aussi des méfaits du mouvement MeToo, de la libération de la parole, on va vers des trucs qui sont abominables. Et même... pour moi, je trouve ça, qui sont à gerber. La vérité, c'est que c'est impensable. Donc, et pour ceux qui seraient dans par exemple, un milieu social ou sous une pression où ils doivent dénoncer une situation, quelque chose, et si ils se mettent en danger, s'ils ne restent pas anonymes, est-ce qu'on peut tolérer qu'il y ait un certain anonymat dans ces cas-là ? Mais il y a probablement effectivement des solutions à trouver, parce qu'il y a des cas où ça peut paraître légitime d'être protégé par l'anonymat, mais enfin... si une situation qui est assez abstraite, telle que celle que vous décrivez, si une situation telle que celle-ci se produit, la personne qui va dénoncer de manière anonyme, elle doit viser un but. Donc soit elle est directement victime de cette situation, il y a bien un moment où il faudra qu'elle sorte du bois. Il faut que la justice agisse dans ces cas-là. Soit elle n'est pas directement victime et elle dénonce, et je suis désolé. Là vraiment, le statut lanceur d'alerte, oui. La dénonciation anonyme, non. Alors que l'anonymat permette à des faits qui ne seraient pas énoncés de l'être, probablement... Enfin, moi, je suis plus que réticent avec ça. Maître Hervé Temim, profitez-en, chers auditeurs, il passe 1 heure avec nous et il facture pas. Ah bon? Bon, à bientôt. Alors, on va vous offrir une chronique de Mélanie Bauer. C'est cadeau. Enfin, avec vos impôts, mais c'est cadeau. Je suis d'accord, en fait, on devrait être plus méchant dans la vraie vie, quoi. Hervé Temim, vous avez dit dans l'excellente émission de Léa Salamé, stupéfiant à la télé, que pour vous, l'art, c'était le rêve. Eh bien là, vous allez être
servi, parce que je vais vous parler d'Alien Crystal Palace, le nouveau film d'Ariel Dombal, sorti avant-hier dans les salles choisies. Une comédie musicale, selon certains, une tragédie musicale, selon Ariel Dombal. Du kitsch absolu pour la presse en général. Pour moi, c'est une plongée à poil dans l'inconscient du couple artistique le plus perché de la musique, Nicolas Kerr et Ariel Dombal. Alors Nicolas Kerr, c'est le Gainsbourg nouvelle génération qui débarque bourré chez Ruquier pour présenter son disque avec Ariel, la rivière Atlantique. Il chante en anglais avec une voix teintée de New Wave et il est connu surtout pour son énorme tube. Si, Antibodies avec Pony Hawks. Énorme tube. C'était en Finlande, ça. La tête d'Alex. Je suis passé à côté, moi, je crois. Une fois de plus. Moi aussi. C'est bien, hein, c'est pas la question. Alors, Alien Crystal Palace, je pitch. C'est un savant fou entouré de femmes à demi-nues dans des costumes égyptiens en carton qui essaye de créer le couple parfait qu'il appelle l'androgyne pour le dieu Horus, interprété magistralement par Jean-Pierre Léo. En bourre, donc, ce savant, joué par Michel Faux, jette son dévolu sur Dolores Rivers, une photographe réalisatrice jouée par Ariel et Nicolas Atlante, un musicien déjanté aka Nicolas Kerr. 3 producteurs assassins organisent un tournage de film pour que ces 2 âmes sœurs couchent ensemble, mais c'est compliqué. Les 2 protagonistes sont bourrés de névrose, ils s'aiment, mais ils se fuient. Mais je sais, mais je gère les drogués et tout le. Mais je gère le drogué. C'est sa qualité. Sans folie, il n'y a pas d'art. Il est un ange démoniaque et c'est ce dont on a besoin pour ce film. Il est magnifique. I think if he plays the Prince of Evil, then he plays it well. Un ange démoniaque. Bon, côté casting, on est dans la fine fleur de la contre-culture chic, la faune des clubs que fréquente par exemple Big BD. C'est pour ça qu'on est perdus, nous. Les soirées champagne-cocaïne, avec la comédienne Asia Argento, le chanteur Théo Acola, le gars des chaussures Christian Louboutin. Dénonciation, là, attention. Le photographe Ali Madavi ou encore le galériste Tadeusz Ropac. Bon, c'est la Fashion Week. Bon, je vous rassure tout de suite, moi, le snobisme décadent qui sait tellement pas quoi faire de son blé qui se le fout dans le nez en parlant chiffon, ça m'ennuie. Mais là, c'est autre chose. On est Chapier, on est Jodorowsky, on est Dario Argento, 76 en diable, un romantisme à la fois décadent et fleur bleue, sur fond d'humour au 50e degré et de costumes, je vous le disais, en carton. Non, c'est bien. Ça fait un peu carton en dessous. C'est du carton. Bah oui, c'est du carton. Mais sinon... Tout est en carton. Oui, mais tu sais, avec une bonne lumière, ça passera. Ouais. Faites voir que vous avez un très beau profil. Ah oui, il est incroyable. Non, il est très bien. Ça fonctionne bien. Non, mais c'est en plus, c'est ton arrière-grand-père. Oui, oui, c'est vrai. C'est la même dynastie. Ça compte pour une chanson, ça des scènes lesbiennes entre Ariel Dombal et de jeunes comédiennes, ça c'est pour Alex. Des meurtres kitsch, ça c'est pour vous. Un cercueil de cristal dans un sous-marin phallique, non c'est pas pour toi Charles. De la symbolique, en veux-tu, en voilà. Et surtout ce qui porte le film, la musique de Nicolas Kerr, du duo Ariel Dombal, avec Ariel Dombal pour l'album Rivière Atlantique. La bande originale du film a été écrite et composée par Nicolas Kerr et Nicolas Villebrun de la New Wave, digne des années 80. Presents in the doorway. She's looking for a fake. Someone who won't be afraid. Burlesque, coupé. Burlesque, fantastique, anachronique, décadent, kitsch. Voilà pour ce délire Dombal que j'ai évidemment adoré. Alien Crystal Palace, parce que ça m'a plongé dans une ambiance fin de siècle, un mélange de trip 70s, de décadence 80s et de violence 90s. Imaginez des épaulettes sur un pas de def déchiré au genou. À voir avec beaucoup, mais beaucoup d'ouverture d'esprit. Et d'alcool, hein. Non, c'est très très bien quand on boit pas. I'm not here anymore. Every airport makes me die. I knew from the very start that the world would break my heart. You can try me,
cette découverte. Oui, alors je répète pour Alex, c'est Là, un j'ai film. bien compris, maintenant, c'est un Alien film. Crystal Palace. Très bien, d'Ariel Dombal avec Nicolas Kerr. Merci beaucoup, Mélanie. Nous sommes en compagnie d'Hervé Temim, avocat pénaliste, qui sera l'invité de l'émission À Voix Nue la semaine prochaine sur France Culture, de lundi au vendredi à 20h, dans un long entretien en 5 parties, donc, de Marie-Laure Delorme, que vous pouvez aussi podcaster, bien sûr, ce qui vous permettra d'écouter à la fois Laura Adler sur notre antenne à 20h. Vous vous sentez pas bien de faire la promo. Maître Temim. J'ai une amie, c'est vous dire si je suis bien entouré, qui a lu un truc dans Télérama, qui a voulu l'écouter en replay avant que ce soit diffusé. Ça, je lui précise à l'antenne que c'est peu probable qu'elle y arrive. Ce sera par épisode à partir de lundi, très certainement, Maître Temim. À vos côtés, il y a Christine Gonzalez qui nous vient de Suisse, de la RTS. Ici-bas, des restaurants en France ont perdu cette semaine des étoiles, mais là-haut, certains établissements en ont gagné. Je vous propose donc un reportage dans un restaurant de l'au-delà qui est passé de 2 à 3 étoiles. Ça vous tente qu'on y aille? Ah oui, bien sûr. Alors on y va. On entre dans le restaurant. Il y a du monde. Ici, les tables se réservent des mois à l'avance et souvent, certaines célébrités s'y retrouvent. Alors, on m'a dit que ce soir, un Français devrait être là. Je le cherche et je le vois. Je m'approche de lui. Michel Berger, bonjour. Vous êtes un habitué. Oui. Comment vous expliquez le succès de ce restaurant? Vous savez, moi, je crois terriblement au talent, alors là. Parce que moi, il y a beaucoup de gens que j'admire qui ont mis du temps quand même à s'implanter, mais c'est aussi du temps par rapport à eux-mêmes. Peut-être qu'ils ont mis du temps pour arriver à trouver leur mode d'expression. Et ce soir, vous êtes accompagné d'un ami. Bonsoir. Mais bordel, Michel, c'est Michael? Oui. C'est votre ami? Oui. Michael Jackson, je suis alors très 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 honorée de vous rencontrer. Je suis une immense fan. Ah. Et qu'est-ce que vous mangez? Un œuf de Cannes à 63,2 degrés au salsifis et truffes noires. Et c'est délicieux. Quel est le prochain plat? Dindon royal au porto et échalote, croustillant de maïs au sérac fumé et sauce surprise. Sauce surprise qui fait la réputation de l'établissement. Pas toujours facile de le comprendre, hein, Michel Berger. C'est terrible parce qu'il s'exprime dans une autre langue et pour moi c'est une grande tristesse. Mais Et il est d'accord avec vous? je suis très très content de vous l'entendre dire. Bon, je vous laisse tranquille. Moi, je vais me glisser en cuisine histoire d'en savoir plus sur ceux qui tiennent ce restaurant étoilé. Voilà, cuisine. Et c'est Paul Bocuse qui est en train d'enlever les nerfs d'une dindonne. Attendez, j'approche mon micro. Alors j'ai trouvé un manche à balai. Et pour enlever les nerfs, on met le manche à balai par terre. D'accord. On pose les 2 pieds dessus et on va tirer comme ça. Ça, c'est un travail d'homme. Un travail d'homme. Alors, on arrache là. Ouf. Voilà. Ah oui, c'est bien dégueulasse. Hein. Alors, vous voyez, et vous avez une cuisse entièrement énervée. Merci, Paul Bocuse. Je vais vous laisser avec votre dinde. J'aimerais voir le gérant du restaurant. Je le cherche et voilà, je le trouve. Il est là, Jean-Pierre Coff. Votre entreprise connaît pas la crise, hein? Il me semble, j'en sais rien, je crois qu'on est toujours en crise et encore davantage que l'année dernière. Contrairement à ce qu'on nous raconte, la crise n'est pas finie, au contraire. Oui, mais vous n'êtes pas seul. Hein. Non, oui, j'ai du personnel pour m'aider, mais moi je m'en cache pas. Bernard Loiseau, par exemple, que j'aperçois là-bas. Je vais le voir. Bernard, je vous dérange? Ah non, pas du tout, non. C'est la folie, le succès de ce restaurant. Une réussite pour vous aussi. Oui, là j'étais vénère, parce que c'était la queue pour rentrer là. Ouais, j'imagine. Et quelle surprise, lundi, une nouvelle étoile. On a sablé, champagne pour tout le monde. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et il venait d'avoir 3 étoiles. Ouais. Alors vous, Bernard Loiseau, vous êtes responsable de la sous-brigade des cuisiniers suicidés. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser les couteaux. Eh ben non, justement. Ouais. Ça doit être compliqué de travailler dans ces conditions. Très dur, très dur. Ouais, et j'imagine que ça ralentit la cadence d'être privé d'objets coupants. Bah oui, alors là, moi j'ai pris des dents, je peux vous dire. Oui, Bernard, t'es qu'un connard, on fera jamais rien de toi, t'es un nul. Beaucoup de pression, j'imagine. Les gens s'en rendent pas bien compte, mais c'est un boulot. C'est 14-15 heures par jour, on compte pas, il n'y a pas de montre là. Merci Bernard Loiseau pour ce moment passé avec nous. Je vous laisse travailler. Je vais dire au revoir au gérant Jean-Pierre Coff, je vais partir. Ah bon? Oui, et j'ai une question. Il y a un truc qui m'intrigue depuis tout à l'heure. Michael Jackson me parlait tout à l'heure d'une sauce surprise. C'est ça qui aurait fait la différence. Quel est l'ingrédient à la base de cette sauce? Mais c'est de la merde. Je vous crois pas. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire que c'est de la merde. Voilà, c'est à ça que tient une étoile. Vous concluez, je peux m'en aller? Oui, je conclue.
Merci de votre accueil, c'est la fin de ce reportage. Et comme dirait Michael Jackson, que je vais vous traduire tout de suite... Les constellations sont infiniment plus vastes qu'un livre rouge. Merci Christine Gonzalez, merci beaucoup. La magie de la radio, c'est on les imagine dans ce restaurant, on les voit très bien. Merci beaucoup Christine. Avec plaisir. Maître Hervé Thémy est en notre compagnie et on va poser cette question. Quelle est la différence entre l'éloquence et le bagou? Est-ce que l'éloquence serait le levier de la conviction et du pouvoir, tandis que le bagou serait un vulgaire outil commercial? Si l'avocat manie l'éloquence, quid aussi du politique? Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Je pense qu'on a compris, c'est assez concis. Ariel Dombal, Philippe Catherine, on fait une belle journée. On va aller se coucher, on va passer un week-end. Hein. Maître Thémy est avec nous. C'est un article que nous avons trouvé dans un ancien numéro de novembre, donc c'est pas si vieux, du Monde diplomatique, qui tente de nous expliquer ce que c'est que l'éloquence, le bagou, en expliquant qu'on vit dans une société de la communication et que donc l'art oratoire est pratiqué sous toutes ses formes par de plus en plus de gens, notamment les étudiants en commerce, les leaders, les rappeurs, les militants, etc. Est-ce qu'il y a dans notre société de la communication beaucoup d'éloquence qui ne serait finalement que du bagou? Et quelle serait la différence entre les deux? Alors, je dois dire que ça, c'est une colle. On peut prendre un exemple. Non, mais... Non, je me disais bien aussi. Gentil, mais... Ça sent bien. Non, c'est pas ça. Non, mais d'abord, il y a une mode extraordinaire autour de l'éloquence. Ça vous plaît ou pas? Écoutez, ça me plaît et je trouve ça un peu artificiel. Il y a des choses formidables. Un peu un business, non? Ouais, j'ai lu malheureusement à travers les lignes l'article dont vous parlez. Il y a par exemple des choses fantastiques. Il y a Eloquentia. Ça, j'étais d'ailleurs venu ici avec les lauréats. C'est formidable. Après, je trouve que on en fait trop. Figurez-vous que moi, par exemple, je suis d'une génération où il n'y a jamais eu de cours d'éloquence ni de plaidoirie. On n'enseigne pas la plaidoirie pour devenir avocat. Et encore aujourd'hui, on ne l'enseigne pas. Je n'aime pas l'éloquence pour l'éloquence. Pas du tout. Alors, la différence entre l'éloquence et le bagou, c'est peut-être... j'ai lu ce qui est dit. Pour moi, on est plus sur le terrain, je dirais, de l'élégance, d'une sorte d'aristocratie un peu superficielle qui est celle de l'éloquence ou des gens qui se croient éloquents. La seule éloquence qui vaille pour moi, et je crois qu'elle est... Alors là, c'est quelque chose qui est majeur. Je crois pas que ça s'apprenne. C'est là où je suis un peu en contradiction avec la mode actuelle et même Bertrand Perrier qui est formidable. Il a écrit un bouquin qui a un succès fou avec plein de trucs. J'y crois pas. Ce qui vaut, c'est la communication, mais pas au sens... C'est l'échange. Moi, je crois à la parole. J'y crois énormément. Je crois à la présence. Et une forme de sincérité, donc. Mais ça n'est que ça. Ouais. Il y a des gens qui sont extrêmement éloquents sans avoir... d'abord en étant très silencieux, ou sans avoir la... Mais c'est vrai, je pense à un avocat, c'est un avocat d'affaires, c'est un ami, mais il s'appelle Jean-Michel Darrois. C'est un type des plus mutiques que je connaisse. Et quand il plaide, et il plaide remarquablement bien, il faut vraiment tendre l'oreille tellement il ne force pas la voix qu'il n'a pas très haute pour plaider. Ce qui compte, c'est de convaincre. Quand vous voulez séduire un homme ou une femme, vous lui parlez. Ou en tout cas, vous apparaissez. Si vous cherchez des effets, c'est un peu raté. Mais bien sûr. Et donc la parole, c'est majeur. Et alors, ce qui est merveilleux, j'ai toujours défendu la rhétorique des avocats, bien avant de faire du droit. Toujours. Parce que la différence entre justement l'avocat et le politique, ou l'avocat et justement l'éloquent, stricto sensu, c'est que l'avocat, c'est quelqu'un qui parle à d'autres, mais pour les convaincre, pour gagner. Donc il essaye nécessairement de se mettre dans le cerveau de ceux à qui il parle. C'est pas un discours merveilleux en 3 parties. Tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est d'arriver à vous attirer à nous. Donc, alors est-ce que ça s'apprend? Moi, je vais vous dire... Une psychologie, vous voulez dire, c'est ça? Oui. Qui s'ajoute en plus à l'éloquence. D'abord, il y a le fond.
Il faut être convaincu qu'on a raison. Il y a la force de l'argumentation. Il faut la transmettre. Et après, vous savez, je pense que c'est terriblement... Votre type d'éloquence, le vôtre, ne seront jamais les mêmes que le mien. Les trucs, je n'y crois pas. Il y en a, je n'y crois pas. Moi, j'ai jamais eu de patron, on m'a donné. J'avais des tas de défauts que j'ai encore. À un moment, on me dit, tu devrais pas faire... J'ai suivi, puis j'ai tout arrêté. Je m'en fous, peu importe. Henri Leclerc, qui est un immense avocat, immense. C'est un type... Vous pouvez pas compter ses fautes de français. Il cherche un document, il fait tomber tout son dossier, il trouve pas le document, il s'interrompt. Mais on s'en moque. Oui. La plaidoirie parfaite, le discours merveilleux avec une voix magistrale, on s'en fout. Et d'ailleurs, moi, les seuls conseils que je donne aux gens qui travaillent avec moi, je les coach. Il faut être... Vous êtes monté sur scène, vous avez vu comme c'est dur. Alors avant de plaider, c'est encore plus dur, si j'ose dire, parce qu'il y a un enjeu qui est... Bon, je leur dis... L'attention, ça se mérite. On l'a pas toujours. Ne prenez pas la parole trop tôt. Respirez un bon coup. Et ne commencez pas trop vite. Et justement, vous expliquerez notamment dans À voix nue certainement que vous alliez voir plaider les ténors tels que Robert Badinter, Jean-Louis Pelletier ou Henri Leclerc. Évidemment. Et voilà. Juliette Arnaud, allons faire un tour du côté de la littérature. Oui. Alors, Dieu leur dit... Oui, non, alors c'est pas moi, la phrase. C'est tiré de la Genèse, c'est une citation. Non, mais parce que j'ai bien senti que je vous faisais peur. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Eh bien, c'est une belle réussite, cette affaire. Vraiment, c'était bien. Ensuite, bien plus tard, dimanche dernier, marche pour la vie, contre l'avortement, contre tout ce qui empêche la vie telle que Dieu l'a décidé, parce qu'en gros, c'est Dieu qui décide, pas toi, t'avais qu'à être Dieu, idiote. Je ne m'illusionne pas, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas demain les gens de la Marche pour la vie qu'ils vont le lire, et pour cause, il s'intitule « Ils vécurent heureux et n'eurent pas d'enfants ». Donc, eux ne le liront pas. Et vous? C'est la question que je vous pose. Ce livre, c'est 16 témoignages de femmes et d'hommes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Ça, c'est leur premier point commun. Leur second point commun, c'est qu'ils n'ont pas choisi ça parce que ce sont, et je cite, de foutus égoïstes qui ne savent pas ce qui est vraiment important dans la vie. Citation anonyme, mais assez familière aux yeux de ceux qui n'ont pas procréé. Troisième point commun, ce sont des gens qui écrivent, ces 16 personnes, c'est-à-dire des gens qui vivent de leur plume. Pour info, voici des écrivaines majeures qui n'ont pas été fécondes d'enfants, qui n'ont pas rempli la terre d'enfants de rechef. Jane Austen, Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, Virginie Despentes. J'ai choisi délibérément des femmes de siècles et de pays différents. Ces 16-là sont vivants et en gros, ils vivent aux États-Unis. Alors bien sûr, les auteurs sont une petite minorité de gens comprise dans une autre minorité, celle des gens qui ne font pas d'enfants, sauf que voilà, leur métier aux auteurs, c'est quand même un peu aussi de regarder notre monde, de le lire, de se questionner. Alors je pense que leur point de vue importe. Première surprise, beaucoup de témoignages commencent par les mots suivants. Je n'ai pas d'enfant et j'en suis très heureuse, même s'il y a eu une époque où j'en voulais plus que tout. Alors moi qui craignais de lire des histoires de gens prédestinés, de gens si pleins de certitudes, que ça m'aurait autant saoulé que ceux qui te disent sans sourciller, tu ne peux pas comprendre, c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. C'est donner un sens à la vie. J'ai été servie. C'est reposant une lecture sans jamais, sans toujours, une lecture de gens qui ont changé d'avis, ou de gens qui se sont adaptés au hasard ou au malheur. Deuxième surprise, j'ai ri. Un exemple, un auteur qui, après moult visites à des amis parents d'enfants en bas âge, s'emploie à comparer le fait d'être parent à l'appartenance à une secte. Vivre dans des conditions de saleté et de dégradation repoussantes et être sujet aux lubies d'un maître capricieux et dément. Ou encore, quand on demande aux parents comment cette coûteuse et contraignante activité que d'avoir des enfants peut valoir la peine, et les entendre avoir tellement de mal à formuler leurs raisons que ça ressemble au mec qui essaye de te raconter en quoi son trip à l'acide a changé sa vie. Mec. Ce que l'on sait bien au fond, c'est qu'être parent, c'est pas la fête du slip au pays de mon petit poney. C'est un sacerdoce. Écoutons cette définition de l'activité de parent par la femme du poète Hawthorne. Une patience illimitée, une tendresse illimitée, une magnanimité illimitée, rien moins que ça, et nous devons les pratiquer aussi loin que nos forces limitées le permettent. Mes forces limitées personnelles sont à cette seule lecture pulvérisée. Il est admis que c'est néanmoins un élan humain quasi universel que de vouloir avoir des enfants. Alors pourquoi certains d'entre nous semblent ne pas avoir été à l'école le jour où on avait décidé ça? Eh ben, des réponses sont dans ce livre, des réponses honnêtes, courageuses, réfléchies, et ça serait dommage qu'elles ne soient lues que par des gens comme moi, des adeptes de cette secte-là. Merci, bisous, merci.
Merci Juliette Arnaud. Alors c'est chez Kero. Ouais. C'est un collectif dirigé par Mégane Dôme et ça a été traduit par Julia Kerninon. C'est bien Alex? Si vous le dites. Parce que j'ai dit la Mais traductrice. je vous félicite et nos tweetos vont aimer ça. Merci Juliette Arnaud. Maître Témime, vous aviez créé en 2013 un site qui s'appelle présuméinnocent.com pour donner à des gens qui se font assassiner dans les médias un espace pour riposter. Ça existe toujours ou pas? Alors malheureusement non, mais je vais le relancer. J'ai conservé la propriété de nom de domaine. Je vais le relancer en fait. Ouais. Je pose la question pour Carlos Ghosn par exemple. Ou, oui, voilà. Ça s'adressait exactement à lui, à des gens qui n'ont pas accès aux médias. Mais non, mais c'est un projet passionnant qui était mené par 2 jeunes étudiants. Je l'ai financé, pour être franc, je ne l'animais pas et je vais le relancer de manière beaucoup plus... Oui. D'accord. Oui. Maître Témime avec nous et à côté de vous, dans ce studio. Derrière vous, notre chanteur du vendredi, Frédéric Fromet, qui choisit l'actu pour ses nouvelles compositions. De quoi allez-vous nous chanter? Eh bien, puisque nous avons invité un avocat, je me suis intéressée à la décision du Conseil d'État de maintenir la chasse à la glu, consistant très délicatement à piéger des oiseaux avec de la colle. Coller, coller, coller les oiseaux, les 2 pattes dans la glu, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, laissez-les, c'est sûrement qu'ils l'ont pas volé. Un piège tordu sur une branche et paf, ça ne rate jamais pour qu'un connard de piaf vienne s'y poser, genre un rossignol, ça t'apprendra à chier sur nos bagnoles. Ça t'apprendra aussi à chanter comme une bite, comme moi, tel un nommé aux victoires de la musique. Ah, pas comme moi. S'émouvoir du sort d'un abruti de moineau, c'est comme trouver génial Eddie de Préto. Coller, coller, coller les oiseaux. Non, je blague, c'est vraiment pas beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, c'est parce que des enfoirés les ont piégés. Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse, Bouches-du-Rhône sont les lieux du crime. Comme par hasard, 5 départements où l'on préfère le berger allemand. À tous ces fumiers qui justifient le mal en invoquant une pratique ancestrale. Ok, moi j'introduis aussi par tradition le manche de ma guitare dans le cul des cons. Coller, coller, coller les salauds qui font souffrir les petits oiseaux. Les enfants, si vous voyez un gros salaud prisonnier, collez-lui les couilles s'il en est équipé. Merci. Merci Frédéric Fromet. Oui, cette histoire de coller les oiseaux à la glu, il reste que quelques archaïsmes quand même dans notre société, non? Je crois oui. Et alors, je crois que la jurisprudence, les jurisprudences administratives ou la lecture des arrêtés, c'est quelque chose d'absolument abyssal pour ça. Bon, je ne m'y suis pas collé, si j'ose dire. Mais c'est ce qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu. Maître Tému. Est-ce que vous partagez le goût de la chasse avec votre ami Dupond-Moretti? Non, pas du tout. Là, il y a un schisme entre les deux. J'ai énormément de points communs, mais pas celui de la chasse. Et on aime beaucoup la variété française, enfin la chanson, la musique. Moi, j'écoute énormément de musique. Je pensais que vous alliez... Eddie de Préto. Eddie de Préto. Ouais. Mais vous avez été servi avec Nicolas Kerr et Ariel Dombal, ça c'est sûr. Mais non, pas la chasse au faucon, ni la chasse tout court. Merci beaucoup, Maître Témime, d'avoir passé cette heure avec Merci nous. Beaucoup nous étions ravis. Donc, vous êtes l'émission toute la semaine prochaine de France Culture, qui a lieu tous les jours du lundi au vendredi à 20h et qui s'appelle À voix nue. Vous parliez de l'éloquence aussi qui est dans les silences. On pourra s'en rendre compte la semaine prochaine.
prochaine. Entretien mené par Marie-Laure Delorme, et puis disponible en podcast aussi. Merci beaucoup à toute notre équipe, à la préparation Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud, Ramzi Assadi et notre stagiaire Paul Plumet, Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, à la technique aujourd'hui Guillaume Roux et Nicolas Cazot. Merci à tous. On va se retrouver lundi en compagnie du groupe Minuit et on va laisser le mot de la fin à Maître Témime. Vous savez comment on appelle les avocats? Non. Les baveux. Exactement. On dit un peu ça des journalistes aussi, je vous rassure. Oui, mais vous, c'est vrai. Votre enfant rame dans une matière?